Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Outre-mer Économie, l'émission d'ACI TV qui s'occupe de l'économie et pas seulement dans les Outre-mer. Aujourd'hui, nous recevons Kathleen Scarborough. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine américaine? C'est ça. C'est pas un défaut, hein. J'espère. Vous êtes peintre. Mais voilà, née à Chicago. Née à Chicago. Vous parlez très bien le français. Ça fait un moment que je suis là. Depuis 95. Depuis 95. Et avant, excusez-moi, 75. Depuis 75, d'accord. Parce que là, j'arrivais plus à très bien me cadrer du point de vue des délais. Votre carrière française, elle démarre à La Réunion, on peut dire ça comme ça ou... Disons que non. Ma carrière française, elle démarre en 82 quand je m'inscris à la Maison des artistes et je deviens peintre professionnel. Ouais. Depuis, je n'ai rien fait d'autre que mon activité artistique. Et donc, entre 82 et 85, j'ai fait énormément de travail en grand. Comme j'avais déjà appris à faire un peu de peinture murale aux États-Unis, je me suis lancée dans le grand. Ça veut dire décors de théâtre, décors de cinéma, décors de télévision, peinture murale. Et puis, à 85, j'ai eu une grande chance d'aller à l'île de la Réunion et j'ai peint des murs là-bas. Vous faites des choses en grand. Enfin, vous êtes plutôt une petite femme. Ça surprend toujours. Moi, on me dit toujours ça. Quand je pense, le premier muraliste, celui auquel on pense toujours naturellement, c'est Rivera. C'est le plus connu, bien qu'il ne soit pas le seul. Il y a eu les grands muralistes russes notamment. Mais c'était quand même une force de la nature. Vous avez l'air plutôt d'un petit... On n'a pas besoin d'une force physique extraordinaire pour peindre un mur. De toute façon, la largeur des pinceaux, enfin, on fait les fonds peut-être avec des grosses brosses, mais après, on revient à des pinceaux qui font 2 cm. C'est simplement plus long. C'est plus organisé, parce qu'il faut mélanger les couleurs pour une très grande surface. Rarement, on travaille seul. Donc, il y a aussi une équipe à gérer. Vous ne travaillez pas seul. Vous démarrez avec un sketch, une esquisse. D'abord, une grande partie de la peinture murale, c'est les discussions avec la personne qui commande la peinture et qui a une idée... qui veut mettre de l'avant, et puis il y a moi en tant qu'artiste, et j'essaie de trouver le pont entre moi et cette personne. Comment je peux utiliser ce que je fais, ce que je sais faire, pour aider cette personne à exprimer une idée qu'elle trouve importante. L'idée, c'est le client, alors? Client, c'est une drôle de mot. Parce que le client peut être une ville... Il commande et il paye. C'est un client. Oui. Si c'est une ville, voilà. Vous arrivez à La Réunion pour... Donc, est-ce que le client, c'est une école qui veut mettre en valeur l'importance de l'éducation pour les enfants? Oui, on peut dire que c'est un client, mais il faut déjà que la personne ait des idées que moi, je puisse soutenir et que j'ai envie de soutenir. Donc, le client, c'est aussi choisi un peu par moi. Il faut que vous soyez idéologiquement, politiquement en accord avec votre client. Oui, je ne peux pas peindre des choses que je ne soutienne pas. C'est comme un écrivain, on ne peut pas lui dire « écrivez sur n'importe quel sujet ». C'est pas mon style. Il y en a. Oui, ça existe. Mais bon, moi, je choisis toujours... j'ai vécu. Oui. Il y a quand même assez de gens qui pensent de façon similaire à moi-même et que je trouve mes partenaires. Moi, j'aime bien les appeler mes partenaires naturels. Donc, vos partenaires naturels, ou vos clients, chacun choisit, à La Réunion, vous demandent de décorer des écoles. Souvent, oui. Ou des murs dans la ville. Oui. Donc, si on va à La Réunion, si on s'intéresse à la peinture murale, on va voir vos œuvres. Elles existent toujours. Là, je pense qu'elles sont encore là, mais quand même, c'est des murs qui étaient peints en 85, 90. Je pense qu'elles ont pas mal vécu, pas mal pâli. C'est quand même de l'art éphémère, la peinture murale. C'est-à-dire que plus la peinture est grande, plus elle est sur un support qui paraît un support stable, et plus elle est éphémère. Oui. C'est pour ça que je me concentre beaucoup, dans cette période de ma vie, sur la peinture de chevalet. Parce que je veux quand même laisser des choses derrière moi. Et je veux pousser au maximum mes capacités de peindre. Parce que vos peintures murales, on va parler de votre œuvre réunionnaise, parce que c'est une clé quand même. Vos peintures murales, elles ne sont pas rafraîchies, reprises Je pense pas. Mais ça arrive souvent, c'est pas un drame. On peut même peindre autre chose par-dessus. Moi, je pense que j'accepte totalement ce côté éphémère de la peinture murale.
Ça fait partie de la ville pendant un certain temps, et puis après. Mais je le complémente avec un travail de chevalet, et j'ai fait beaucoup de peintures de chevalet sur le thème de l'île de la Réunion aussi. C'est-à-dire, je revenais de ces grands voyages, je m'enfermais dans l'atelier, et là, je peignais vraiment mon sujet. Sans contrainte de temps, sans peindre sur un mur rugueux qui ne me permet pas d'avoir posséder vraiment le détail, sans avoir les problèmes climatiques ou des problèmes d'échafaudage qui sont difficiles à gérer aussi. Donc, chaque fois que je revenais en France, j'avais besoin de traiter les sujets dans le calme, dans mon atelier. Et ça a donné une série de peintures qui a trouvé sa culmination dans une exposition que j'ai faite au Musée de l'Homme à Trocadéro en 1995. Au vrai musée de l'Homme. Au vrai ancien musée de l'Homme. Non, pas ancien, au vrai musée de l'Homme. Il faut rappeler que Branly, c'est pas le musée de l'Homme. Oui. Bon, je sais qu'il y a un vaste débat là-dessus, et je comprends. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Enfin bon, on peut en parler 3 secondes. Branly a été imposé. Je sais. Et les gens du musée de l'Homme et du musée des Arts Océaniens, c'est des fonctionnaires, ils ont obéi. Oui, ils n'ont pas eu beaucoup de choix dans non, c'est ça, il n'y a pas eu de débat, ils n'ont pas eu le choix, on leur a dit c'est comme ça. Bon, après, la manière dont ça a été fait, c'est autre chose. Votre inspiration à La Réunion, elle est essentiellement culturelle, puisque vous êtes dans des écoles, vous êtes dans des bâtiments officiels, donc c'est la culture, plus la culture que les paysages. En fait, vous n'êtes pas un peintre de paysages. Non, je ne fais jamais un paysage tout seul, mais si on regarde mes peintures sur La Réunion, le paysage est très présent. Il y a toujours des paysages dans mes tableaux sur La Réunion, mais comme je travaille même en peinture... C'est un fond, un décor, c'est... C'est une sorte de collage dans lequel le personnage et le paysage et l'architecture trouvent sa place. Parce que j'ai utilisé des outils que j'ai développés en peinture murale dans la peinture de chevalet. Et donc, il y a un effet de collage dans mes peintures. Et quand on regarde, il y a toujours la personne et son environnement et comment il vit son environnement. Donc vous êtes à La Réunion, et c'est là que vous découvrez la culture indienne ? Oui. Oui, j'ai commencé à découvrir. Parlez-moi un peu de la culture réunionnaise. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Qu'est-ce qu'il fallait que vous exprimiez ? Ça, c'était vraiment extraordinaire. J'arrive là-bas, je ne parle pas créole, je ne connais pas du tout cette culture. Et on me demande de peindre un mur sur un sujet qui puisse avoir un intérêt pour les gens qui sont là. Et du coup, comme j'avais une équipe de peintres qui travaillaient pour moi, parce que le but de cette peinture murale, c'était aussi d'enseigner aux profs d'art plastique à La Réunion la technique de la peinture murale. Et donc, j'ai formé des équipes, des petites équipes de 2-3 personnes, et nous sommes partis dans un quartier comme ça, au port, et nous avons parlé avec les gens. Au port à Saint-Denis ? Non, au port, la ville qui s'appelle le port. D'accord, voilà. ok, la ville. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que dans une journée, j'avais plein de sujets, alors qu'au début de la journée, c'était vraiment... Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. À la fin de la journée, j'avais plein de sujets. Simplement en vous promenant, en regardant. Voilà, en parlant avec les gens de ce qui avait marqué leur vie. J'avais fait un questionnaire sur l'histoire des gens du quartier. Et les gens aiment bien raconter leurs histoires. Et j'ai trouvé donc une histoire pour la première peinture murale qui était le train qui faisait autrefois le tour de l'île. Et sur lequel beaucoup de Réunionnais du port avaient travaillé. Et donc ça, c'était notre premier sujet. C'était plutôt des anciens alors que vous interviewez ? Oui. Oui, pour connaître l'histoire, on parle souvent avec les anciens. Et c'était ça, le sujet, c'était ça, le train ? C'était le train, oui. C'est bizarre. C'est un train qui n'existe plus. Oui, bien donc sûr. c'était un sujet très nostalgique et ils en parlaient tous. C'est un train à vapeur ? Oui. Sûrement, oui. Oui, sûrement. Et ils étaient nostalgiques de ce train. Oui. Qui a dû être supprimé. Alors ça, c'est un peu dommage. Oui. Il faudrait que je me renseigne. Apparemment, c'était vraiment un événement de monter dans le train et faire le tour de l'île comme ça. C'était... ça, c'est voilà une idée où l'histoire peut aider au redéveloppement touristique et économique. Voilà une bonne idée à relancer. Et donc votre premier mural, votre première peinture murale, c'est le train. Et puis après, chaque fois que je venais, j'utilisais un peu le même système. J'allais voir les gens et en parler de leur quotidien. Et du coup, la série de peintures que j'ai fait sur La Réunion, je l'ai intitulée « Peinture miroir » parce que c'était comme si je tenais un miroir
Et je montrais ce que moi je voyais de leur vie. Et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Vous leur montriez des dessins préparatoires, etc. Vous rebondissiez sur leur réaction, c'est ça? Voilà, voilà. Donc eux, ils s'appropriaient aussi le mur parce qu'ils reconnaissaient complètement leur univers. D'accord, c'est-à-dire que quand vous arriviez à la réalisation, c'est-à-dire à la phase finale, les gens qui allaient vivre avec savaient déjà ce que vous alliez peindre. Oui. Et ils y avaient participé. Voilà. Et donc, il y avait une sorte d'accord, d'osmose qui se faisait entre votre travail et les gens qui allaient vivre avec. Et ils se reconnaissaient eux parce que je les peignais eux aussi. Vous faisiez des portraits? Oui, oui. Ah oui, bon. Alors l'Inde? L'Inde, voilà. J'ai commencé à m'intéresser à l'Inde pendant la période réunionnaise. Oui. Et puis à l'Inde tout court, parce que je trouve que c'est un pays vraiment fascinant. Il y a des traces indiennes nombreuses de la Réunion. Oui, et je n'ai pas compris ça avant d'aller en Inde. Parce qu'il y a des choses qui étaient pour moi réunionnaises. Mais en fait, c'était des choses que je reconnaissais en Inde. Et je me suis dit, ça a dû être venu de là, cette chose-là. Et donc, je suis partie en Inde, il y a une quinzaine d'années, pour commencer à connaître. Et puis maintenant, je vais chaque année. Vous êtes dans quelle région? Partout. Partout, oui. Dans l'Inde hindouiste. Parce que moi, j'ai regardé vos peintures. Oui, c'est plutôt le monde hindou, oui. On est dans... Mais ce qu'il y a de similaire entre la période réunionnaise et la période indienne, c'est que je peins toujours la vie des villages. Je ne peins pas la vie urbaine, je peins les petites scènes de village, la vie simple. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans cette vie simple, c'est que ça me rappelait ma vie aux États-Unis avec ma grand-mère dans les années 50. C'était une vie très similaire. Petite maison en bois, petite case, quelques animaux. Ils vivaient comme ça. À Chicago? Non, moi je suis née à Chicago, mais ma grand-mère avait une ferme dans l'État d'Indiana. Oui, mais là vous parlez... Quand on parle de ferme, on ne parle plus de pays, parce que toutes les fermes sont les mêmes. Voilà, c'était ça, mais ça m'a quand même touché beaucoup. La vie, quand elle est simple, elle se ressemble un peu partout et on peut y pénétrer et connaître ces mondes-là. Oui, dans toutes les fermes, il y a des poulets, il y a des animaux qui sont là, qui vivent. Il y a une vie en commun avec l'animal. On n'est pas dans le gigantisme, rarement. On n'est pas dans le luxe, rarement. On n'est pas dans le chic et choc, rarement. Donc, qu'on soit effectivement... C'était dans l'Illinois, vous m'avez dit c'était dans l'Illinois, la ferme? Oui, Indiana. Dans l'Indiana ou dans le Gujarat, on vit pareil, on vit avec les saisons, on vit avec le soleil. Et ça permet à un artiste de toucher à l'universel. Ça permet à l'artiste par la ruralité. La ruralité est universelle. Il y a quelque chose d'universel. On fait des enfants, on mange, on prépare les repas, la végétation pousse. On est dans un cycle. On est dans un cycle et là... Et ça me plaît beaucoup en Inde, j'aime beaucoup. Je reste jamais dans les grandes villes en Inde, je pars toujours à la campagne. Il y a une thématique dans vos peintures qui est quand même une thématique religieuse. Spirituelle. Spirituel n'est pas religieux. Oui, ça, je suis c'est universel, la spiritualité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, l'hindouisme, c'est pas que de la spiritualité. Oui, mais mes peintures ne sont pas hindouistes, elles sont spirituelles. Sur une population qui se trouve... Elles ont quand même une thématique très, très hindouiste. Moi, ça m'a Parce que c'est cela que je peins. Oui, mais moi, ça m'a rappelé des peintures populaires indiennes, du Gujarat, par exemple. On est dans le même type d'inspiration, on est dans le même type de dessin. Et moi, je regarde, je me dis, tiens, c'est Indra, tiens, c'est Shiva. Enfin bon, on est dans la religion, parce qu'Indra et Shiva, c'est des dieux, qu'on le veuille ou non. Oui, quand je les mets dans une peinture, c'est pour montrer comment un peuple vit avec sa spiritualité. Ça ne veut pas dire que moi je vénère forcément Krishna ou Parvati. C'est que ces personnages-là font partie de la vie de ces gens et symbolisent pour eux leur spiritualité. Ces personnages-là sont aussi à la base du système des castes. Oui, parce qu'on est dans une caste en Inde. Bon, et le système des castes, c'est pas ce qu'on peut trouver ni de plus universel, ni de plus valorisant pour l'homme en général. Moi, je ne me permets pas
de critiquer des systèmes dans d'autres pays. Parce que comme tous les pays, l'Inde est contradictoire, comme la France est contradictoire, comme l'Amérique est contradictoire. Et il n'y a pas une culture qui n'est pas bourrée de contradictions. On peut les détailler, les contradictions indiennes, mais on peut faire pareil avec tout pays. Oui, sauf que quand des problèmes sociaux naissent d'une religion, disons, ils ont un poids parce qu'ils sont imposés par les dieux que non pas des décisions humaines. Oui, sauf qu'en Inde, il y a toujours les passerelles. Il y a toujours ceux qui viennent de castes moins considérées et qui montent très haut dans les hiérarchies. Ce n'est pas des murs étanches. Il y a toujours un exemple ou deux qu'on peut donner. On le fait dans toutes les sociétés. On prend le boursier, fils de paysan, qui a réussi à devenir président de la République. Bon, il y a toujours un exemple, mais c'est pas la généralité. C'est justement parce que c'est exceptionnel qu'on met ça en avant. C'est pas régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc vous avez. Mais c'est pas le propos de l'artiste, tout ça. Ce n'est pas le propos de l'artiste de prendre une position politique sur le système de caste en Inde. Non, mais je venais à ça, parce que je voulais revenir à Rivera. D'accord, allons-y. Parce que Rivera, lui, Rivera, et j'oubliais le nom du grand muraliste russe des années 1925, c'est des gens, ils faisaient du mural pour faire de la politique. Oui. C'était la peinture murale, et encore à l'heure actuelle, les peintures murales, on les voit plus facilement être soutenues et financées par des pays où le système politique est fort, dirons-nous. Quelle que soit la manière dont ils réfléchissent politiquement, ils ont envie de poser des choses, de poser des héros, parce que c'est ça, souvent qu'on peint, on peint des héros, on peint des grands moments qui vont conforter l'unité nationale et le système politique en place. C'est ça le boulot du muraliste, non? Oui, oui. Et vous en voulez pas? Quand je fais les peintures que je fais sur l'Inde ou la Réunion, ce n'est pas mon propos, non. Mon propos, c'est l'universel humain. Quelle est l'essence même d'une vie humaine dans son expression simple et quotidienne? C'est ça qui me passionne, parce que moi je pense que les êtres humains, dans leur quotidien, ils passent à côté de l'essentiel tous les jours et à tout moment de leur vie. Et en posant mon regard sur ce qu'il y a de plus simple, je dis dedans, il y a une magie. Et j'essaie de saisir cette magie. Et donc l'iconographie, elle va avec la population, mais je ne pose pas de questions ni politiques ni religieuses sur l'utilisation de l'iconographie. Ça fait partie de l'univers du personnage que je traite. Et pour elle, pour la femme indienne, parce qu'il faut dire, quand on regarde les tableaux, je peins essentiellement la femme indienne. Oui, essentiellement. Ça fait partie de des femmes et des dieux. Oui, voilà. Je ne sais plus qui avait fait. Mais il faut dire aussi que leurs sculptures sont magnifiques. Quand on va à Khajuraho, pour un peintre, revenir, un peintre figuratif, c'est une splendeur. Il y a des choses intéressantes à Khajuraho, ça c'est quand même merveilleux. Oui, c'est merveilleux, c'est plein d'imagination, plein de gymnastique aussi. Bon, mais c'est très particulier Khajuraho. Ça fait partie des sites que, quand on va en Inde, on va voir. Oui, voilà, on va à Ellora aussi. Bon, je peux vous assurer que je peux vous montrer des lieux en Europe où il y a le même type d'iconographie qu'à Khajuraho. C'est vrai. Oh oui, bien sûr. Par exemple, le dôme de la cathédrale le Duomo, la cathédrale de Modène, qui a été faite au XIIIe siècle. Et si vous regardez bien, il faut des. Il se passe plein de choses. Non, c'est du porno. Non, mais Khajuraho, c'est pas du tout de la pornographie. Enfin, bon, d'accord. Alors la sodomie, c'est pas de la pornographie. Non, mais ça, c'est vraiment le regard occidental sur un lieu quand même sacré pour les Indiens. Moi, Non, mais attendez, j'aime beaucoup le tantrisme. C'est la seule religion au monde qui vous dit, pour faire simple, plus vous baisez, plus vous êtes religieux. C'est génial. Moi, j'adore. Ça, c'est clair. Je crois que c'est la seule religion qui amène l'amour physique à cet état de perfection religieuse. J'en connais pas d'autres. Vous non plus, je suppose. Je pense qu'ils ont un regard très différent sur la sexualité et il n'est pas écarté
des croyances religieuses. Non, ça, j'entends bien. Mais quand même, à Khajuraho, on est complètement dans le Kama Sutra, on est dans une iconographie qui est une iconographie... C'est la jubilation de la vie. Mais pour moi, ce n'est pas pornographique du tout. Bon, alors admettons... Bon, c'est difficile parce on est en train de regarder une autre culture. On ne peut pas utiliser nos termes à nous. On ne peut pas utiliser nos termes. Pas ces termes-là, non. Pour moi, non. C'est comme les... Est-ce qu'on peut dire des Bouddhas Jain que c'est indécent? Ben non. Un Bouddha Jain, il n'a pas de vêtements parce qu'il est parfait, il est simple. Ben, l'occidental qui regarde, mais il n'a pas de vêtements, c'est embêtant. Un Bouddha Jain, il est tout seul. Khajuraho, c'est plus souvent des couples, voire des trios. Bon, les gens ne sont pas tout seuls, je veux dire. Mais c'est des apsaras. Certes, bon. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vivaient dans ce coin-là pratiquaient cette vie-là. Non, je veux dire, moi, ça m'a toujours gêné, si vous voulez, ce genre de choses. Chaque fois qu'on me sort Khajuraho en me disant c'est magnifique, bon parlons plutôt d'Ellora à ce moment-là. Oui. Ellora, c'est une splendeur aussi. Absolument. C'est plus fréquentable. Enfin, c'est plus fréquentable. Non, c'est juste un problème de forme. Parce que on trouve que la forme à Khajuraho, je veux dire, une fellation à Khajuraho, la forme est superbe. Sur une photo d'Internet, on trouve ça dégueulasse. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Oui, mais il y a, je pense que dans l'art de Rodin, si vous regardez le travail de Rodin, il y a un courant sexuel très prononcé. Ah, très fort, non, j'entends bien. Voilà, donc, ce qui fait... ça ne fait pas de la pornographie. Pas plus qu'à la Khajuraho, d'ailleurs. Khajuraho, c'est quand même parfois, c'est d'une précision étonnante. Enfin, pas vraiment, parce que les sculptures ne sont pas très grandes. De toute façon, les statues que j'ai peintes sont les figures féminines qui ne sont pas forcément en pleine action oui. De groupe. non, mais... Vous voyez bien, alors vous riez, ça veut dire que quand même, on est un peu comme on dit aujourd'hui, un peu à la limite, un peu borderline, quoi. C'est pas bon, mais je sais bien que votre inspiration indienne ne vient pas que de Khajuraho, parce qu'en fait votre peinture est très sage, très colorée. C'est une peinture qui a un message positif sur la vie. Ça manque de nos jours. Moi, je fais une peinture, une personne se lève le matin, il prend son café et il peut se rassurer en regardant une peinture. Se rassurer pourquoi? Parce que la vie est toujours là, parce que les bébés sont toujours ronds et potelés, parce que les femmes sont toujours belles et la nature est luxuriante. Ouais, ça c'est la vie chez Walt Disney quand même, non? Non, Walt Disney, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas les bébés potelés, Non, c'est un monde enfantin, Walt Disney. Est-ce que le monde de Raphaël est un monde de Walt Disney? La Renaissance italienne, c'est ça. Hein? C'est les femmes magnifiques, c'est la spiritualité exprimée par les envolées de drapés, c'est les paysages éternels et inoubliables. Alors, on parle beaucoup de votre peinture, mais ce qu'il faut quand même que je donne, en essayant de ne pas faire d'erreur, c'est votre site où on peut voir vos peintures. Voilà. Alors, votre site internet, c'est www. Jusque-là, ça va. KathleenScarborough.fr. Alors, Kathleen, vous l'écrivez K-A-T-H-L, 2 E, donc, N-S-C-A-R-B-O-R-O. Et vous arrêtez parce que c'est Scarborough et pas Scarborough, comme dans la chanson de Simon & Garfunkel. Voilà. Bon, donc vous êtes installé à Montreuil. Vous êtes un personnage incontournable de l'art à Montreuil. On peut aller voir votre site. Vous avez des expositions ? Il y a une exposition en permanence de toute façon dans mon atelier et les gens sont bienvenus. Donc votre atelier, 9 rue de la Révolution. Voilà. On revient à Diego Rivera quand même. Voilà. On ne peut pas y échapper. 9 rue de la Révolution à Montreuil. Vous pouvez prendre rendez-vous par le contact du site internet. Et Kathleen Scarborough, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de la Réunion et de la peinture murale à la Réunion. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.